Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes chers étudiants, c'est la deuxième partie du chapitre 17, Loi de Newton. À la fin de cette partie, vous serez capable d'énoncer et d'appliquer la première loi de Newton au principe d'inertie sur un système. Tout d'abord, rappelons-nous de la vidéo précédente que l'inertie est la tendance d'un objet à résister au changement de son état de mouvement et que la masse est une mesure de l'inertie. Que les objets ont tendance à continuer à faire ce qu'ils font à moins d'être soumis à des forces déséquilibrées. Au repos, tendent rester au repos, en mouvement, tendent rester en mouvement rectiligne uniforme. Comme nous avons mentionné dans la vidéo précédente, ce sont les 3 lois de mouvement publiées par Newton. Dans cette vidéo, on va énoncer et appliquer la première loi de Newton. Après avoir connaître le concept d'inertie, on va faire cette étude expérimentale en utilisant la table à coussin d'air. On a l'autoporteur qui est posé sur la table à coussin d'air maintenue horizontale. Alors, quelles sont les forces agissant sur l'autoporteur dans cette situation? Oui, ce sont son poids vertical descendante et la réaction normale du support verticale ascendante. Ces deux forces sont opposées et puisque l'autoporteur est au repos, alors aucune de ces deux forces ne doit dépasser l'autre. Sinon, il faut que l'autoporteur va descendre si le poids dépasse la normale et va monter si la normale dépasse le poids. Par conséquent, il faut que ces deux forces se compensent. Autrement dit, elles doivent s'équilibrer, c'est-à-dire en le même module. Avec deux sens opposés, nous obtenons donc que le vecteur P sera égal à moins vecteur M, qui nous donne que vecteur P plus vecteur M est égal au 0 vecteur. Ce qui signifie que dans cette situation, la somme des forces extérieures agissant sur l'autoporteur est 0. Et dans ce cas, l'autoporteur qui est au repos reste au repos. On va mettre maintenant l'autoporteur en mouvement sur la table à coussin d'air horizontale. D'abord, étudions la nature du mouvement de l'autoporteur. On trouve que sa trajectoire est une ligne droite. Et on remarque que la distance parcourue durant des intervalles de temps égaux sont égales. Donc, on peut constater que l'autoporteur est en mouvement rectiligne uniforme. Mais quelles sont les forces qui s'appliquent sur l'autoporteur durant son mouvement dans cette situation? Durant son mouvement, encore l'autoporteur est soumis à son poids et à la réaction normale de la table qui sont les mêmes. D'autres forces? Non, il n'y a pas d'autres forces. C'est parce que, comme nous l'avons étudié, il n'y a pas de force de frottement sur la table à coussin d'air. Et on ne s'intéresse pas à la force qui a mis l'autoporteur en mouvement, car elle se trouve seulement à l'instant de lancement. Alors, nous n'avons que ces deux forces. Et par conséquent, encore, P plus N est égal à 0. Encore, la somme des forces agissant sur l'autoporteur en mouvement sur la table horizontale est nulle. Et pourtant, notre système se déplace, même si la résultante de force agissant sur lui est nulle. Donc, on peut tirer comme conclusion: lorsque la somme des forces qui s'appliquent sur un objet vaut vecteur nul, il y a deux possibilités. Soit le système se déplace à une vitesse constante en mouvement rectiligne uniforme, soit il est immobile ou sa vitesse vaut 0. Et maintenant, nous sommes prêts pour énoncer la première loi de Newton au principe d'inertie, qui nous a dit que si les forces agissant sur un système sont équilibrées, en d'autres termes, leur résultante est nulle, l'objet initialement au repos reste au repos et l'objet initialement en mouvement continue son mouvement avec la même vitesse et la même direction, c'est-à-dire avec un mouvement rectiligne uniforme. Encore, la réciproque est vraie. Si un système est au repos ou se déplace avec un vecteur constant, alors la somme des forces extérieures agissant sur lui vaut vecteur nul.
En résumé, il est équivalent de dire que si la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un système est zéro, alors le vecteur vitesse doit rester constant et on ne peut pas changer sa vitesse, soit cette vitesse est nulle ou non nulle. Maintenant, revenons aux questions posées au début de la vidéo précédente. Pouvez-vous répondre de nouveau? Pensez-vous que sans force, pas de mouvement? Non, c'est pas vrai. Plus précisément, il faut dire que sans force, pas de changement de l'état de mouvement. La deuxième question, avons-nous une accélération, une décélération, une déformation, un démarrage ou un arrêt du mouvement sans force? Non, bien sûr, on a besoin toujours d'une force pour changer l'état du mouvement d'un objet. Peut-on trouver un corps en mouvement autant qu'il n'est pas soumis à aucune force? Oui, on a vu que dans le cas où la somme des forces égale à zéro, qui est équivalent à la situation pour laquelle il n'y a aucune force, un objet peut être en mouvement, mais en mouvement rectiligne uniforme. Passons maintenant aux applications sur la première loi de Newton. Application 1. Préciser si chacun des cas suivants est en accord avec la première loi de Newton ou non. Dans le premier cas, on a une voiture soumise à 4 forces extérieures qui sont son poids, la réaction normale, la force de traction et la force de frottement petite f. On constate que le poids et la réaction normale annulent l'un l'autre. Mais quoi à propos de la force de traction, grand F, et petite f? Il est clair que la force de traction est plus grande que la force de frottement. Et par suite, dans l'ensemble, les forces agissant sur la voiture ne se compensent pas. La somme des forces extérieures agissant sur la voiture est différente que vecteur nul. Par suite, le mouvement de la voiture n'est pas en accord avec la première loi de Newton. Dans le deuxième cas, on a un skieur en mouvement sur une piste inclinée comme indique la figure et les captures d'écran sont prises durant des intervalles de temps égaux. On a le skieur se déplace le long d'une trajectoire rectiligne et si nous mesurons à l'aide d'une règle les distances parcourues pendant des intervalles de temps égaux, nous remarquons qu'elles sont égales. Alors, le mouvement du skieur est rectiligne uniforme avec un vecteur vitesse constant. Par suite, il faut que la somme des forces extérieures agissant sur lui vaut vecteur nul. Donc, le mouvement du skieur est en accord avec la première loi de Newton. Dans le troisième cas, on a une voiture qui traverse un virage d'une route avec une vitesse constante. Ici, il ne faut pas être trompé. Même si la voiture se déplace avec une vitesse constante, mais sa trajectoire est non rectiligne, sa direction change sur le virage. Alors, il y a une force responsable du changement de direction du mouvement et par suite, la force résultante n'est pas nulle. Donc, son mouvement n'est pas en accord avec la première loi de Newton. Dans le dernier cas, on a un parachutiste en mouvement vers le bas. Les forces agissant sur les parachutistes sont le poids et le frottement. D'après la figure, il est clair que ces deux forces sont opposées et ayant les mêmes longueurs, alors les mêmes modules. Par suite, P vecteur est égal à moins F vecteur, qui nous donne que P vecteur plus F vecteur est égal à 0, et par suite, la somme des forces extérieures égale à 0, donc le mouvement du parachutiste est en accord avec la première loi de Newton. Application 2. Un bus de masse m égale 2000 kg se déplace sur une voie rectiligne avec une vitesse constante de module V égale 54 km/h sous l'action d'une force de traction F. Les forces de frottement qui s'opposent au mouvement du bus sont supposées constantes d'intensité petite f est égale à 500 newtons. Partie 1. Si T est représenté sans échelle, les forces extérieures agissant sur le bus à partir de son centre de gravité. Les forces extérieures agissant sur le bus sont le poids vertical descendante, la réaction normale verticale ascendante, la force de traction F dans le même sens que le mouvement et les forces de frottement petite f qui s'opposent au mouvement.
Partie 2. En appliquant la première loi de Newton, déterminer l'intensité de la force de traction exercée sur le bus durant son mouvement. D'après la première loi de Newton, il faut que la somme vectorielle de toutes les forces agissant sur le bus vaut vecteur nul. Alors, P plus N plus grand F plus petit f égale à 0. La première méthode, on va étudier les forces agissant sur le bus suivant la direction verticale et la direction horizontale, chacune séparément. Suivant l'axe vertical, on a le poids et la normale, mais pas de mouvement suivant l'axe vertical. Alors, le vecteur P plus vecteur N égale 0 vecteur. Il nous reste que F vecteur plus petit f vecteur égale à 0 qui sont suivant l'axe horizontal. Alors, vecteur grand F sera égal à moins vecteur petit f, ce qui signifie que ces deux forces ayant deux sens opposés aient le même module. On obtient donc que le module de la force de traction égale au module de la force de frottement égale à 500 newtons. La deuxième méthode. Toujours en appliquant la première loi de Newton, la somme des forces extérieures agissant sur le bus vaut 0. Mais cette fois, on veut utiliser la méthode de projection, c'est-à-dire pour trouver l'intensité de la force grand F qui se trouve sur la même direction de mouvement, on s'intéresse à la projection sur un axe orienté positivement dans le sens du mouvement, ici suivant l'axe des X. Le poids et la normale se trouvent sur l'axe vertical. N'ont pas de composante sur l'axe des X, ou bien on dit que leur projection sur l'axe des X est 0. Alors, on a seulement grande F et petite f. La force de traction grande F est dans le sens positif de l'axe des X. Alors, on dit que sa projection est plus F. Et la force de frottement petite f est orientée dans le sens négatif, alors on dit que sa projection est moins f. On obtient alors grand F moins petite f égale à 0, ce qui nous donne le même résultat de la première méthode, la force de traction grande F égale à la force de frottement égale à 500 newtons. La dernière partie dans cette application, déterminer la distance parcourue par le bus durant 1 minute. On sait que le mouvement du bus est mouvement rectiligne uniforme. Rappelons-nous que dans un mouvement rectiligne uniforme, l'équation horaire du mouvement est donnée par x égale vt plus x0. Alors, la distance est donnée par d égale à la valeur absolue de x moins x0 égale à v fois t. Donc, la distance parcourue par le bus est d égale v fois delta t. Faites attention ici que la vitesse est donnée en km par heure et la durée en minutes. Alors, il faut les convertir en mètres par seconde et en secondes dans le système international, en divisant la vitesse par 3,6 et en multipliant la durée par 60. On obtient alors que d égale à 900 mètres. Finalement, comme résumé, on ajoute l'énoncé de la première loi de Newton. Lorsqu'un objet est soumis à l'action de plusieurs forces dont la résultante est nulle, il reste au repos s'il est initialement au repos et il a un mouvement rectiligne uniforme s'il est initialement en mouvement. C'est la fin de la partie 2 du chapitre 17. Je vous souhaite un bon travail et au revoir.